d'enregistrement. Voilà. Donc, bienvenue à cette visio qui va plus ressembler à un webinaire vu le nombre qu'à une visio. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour cette campagne de candidature auprès de l'agence Erasmus. Voilà, candidature sur le financement de la formation professionnelle en EFP. C'est ce projet Erasmus, donc spécifique à la formation professionnelle. Donc, on vous propose de passer très rapidement les différents points qu'on va aborder avec vous au cours de ce webinaire. Donc, comme on est nombreux, déjà, premier point, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions au cours de la présentation sur ou par l'intermédiaire du bouton « Discuter » que vous trouverez normalement dans votre visio. Donc ça, c'est un élément qui vous permet de pouvoir agir directement. Voilà. Et je vais essayer... Non, j'ai besoin de faire quelque chose d'autre. Un petit instant, une seconde. Voilà. Voilà. Anis, je t'ai mis co-hôte pour gérer aussi les petits aspects logistiques. Alors, on aura l'occasion de voir que le consortium continue de s'agrandir. Donc, on fera un tout petit et un rapide tour sur les nouveaux membres. On prendra le temps de faire un petit point sur cette année 2022-2023, parce qu'il y a quand même pas mal de changements et d'adaptations à faire. Donc, désolé pour les nouveaux membres qui nous rejoignent. Mais en tout cas, vous aurez un petit zoom sur quelques nouveautés 2023, 22-23. On discutera de nos engagements sur le pacte vert européen et des objectifs en direction des Erasmus Days 2023, donc suite aux réunions qu'on a eues auparavant. Et puis, on rentrera vraiment sur le domaine de la candidature 2023 et de rappeler les différentes activités possibles que vous allez pouvoir largement utiliser. Et puis, on terminera par quelques adaptations sur les règles de financement. On avait connu l'abondance des subventions Erasmus. Les choses voilà, changent petit à petit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'argent. Ça veut dire que simplement, il faut le gérer un petit peu différemment. Avec toute la crise Covid, on était en situation d'open bar permanent. Donc, dès que quelqu'un demandait, on disait tant mieux, allez-y, il y a plein de sous. Et il y a des sous qui nous restent sur les bras. Bon, c'est plus le cas parce que ce coup-ci, la gestion se fait de manière plus précise et on va dire tant mieux. Donc, voilà, on aura l'occasion de discuter de tout ça. Donc, on va intervenir à plusieurs sur ces vidéos. Donc, n'hésitez pas, utilisez le fil de discussion. Il y a Nice, Sabine, enfin les autres collègues du consortium qui sont là aussi pour intervenir. On va essayer de faire les séries de questions-réponses au fur et à mesure de la présentation. Donc, n'hésitez pas de les capitaliser dans ce fil de discussion. Allez, je vous propose qu'on passe de suite à cette première présentation sur les nouveaux membres ou des membres qui nous rejoignent actuellement. Donc voilà, ils sont affichés à l'écran. Donc on a quelques MFR de Bourgogne-Franche-Comté qui nous rejoignent. L'objectif était pour notre réseau que l'ensemble des établissements, puisqu'on a certains projets en commun, puissent également être notifiés directement. Et puis, pourquoi pas avoir de nouveaux projets demain. Donc, il y en a 4 qui intègrent et qui finalisent l'inscription dans le consortium. On a également 2 nouvelles MFR sur le côté, 3, pardon, nouvelles MFR sur le côté de la région centre, voilà, Val-de-Loire, et puis 2 établissements du LEAP qui nous rejoignent également sur le côté, on va dire, de la Bresse. Et puis, on a quelques lycées professionnels également qui rejoignent le consortium. Donc, ce qui fait que cette année, donc soit du côté Aix-Bourgogne ou soit du côté Aix-Franche-Comté, donc on devrait atteindre aux alentours des 100 membres dans l'ensemble du consortium pour cette année. Voilà. Donc, bienvenue à ceux qui ont pris cette décision de pouvoir nous rejoindre ainsi dans le consortium. Alors, on va faire un petit focus sur... j'ai bien du mal à passer la diapo suivante. Voilà. Est-ce que tu sur le point de situation sur cette année. Jean-Yves? Oui. Oui, je me permets juste de te dire qu'on a eu une alerte pour dire qu'il y avait également la MFR de Shingy.
Ah, tout à fait, exactement. Voilà. Ouais, eh ben, c'est un oubli de ma part. Merci beaucoup de cette précision. On va la rajouter rapidement. Alors, voilà, on va essayer de faire le point. Là, on est sur les besoins de cette année 2022-2023. Donc, pour ceux qui sont nouveaux et qui intégreront le consortium pour les financements de l'année prochaine, ces aspects ne vous concernent pas encore. Toujours est-il que c'est bien ce qui va établir les règles de financement sur les années suivantes. Donc, on attire juste votre attention, surtout en tant que représentant légal ou dirigeant d'établissement, directeur d'établissement ou proviseur, sur ces quelques éléments importants à bien comprendre pour voir la manière dont on va gérer collectivement et globalement la subvention. Donc, en fait, on a 3 étapes, en réalité, qui sont importantes pour nous. Il y a une étape sur laquelle on va commencer de travailler, qui est l'étape de la demande de financement, la demande qu'on va porter en votre nom auprès de l'agence Erasmus. Cette étape se fait sur l'année N-1 des mobilités et normalement, on doit déposer le projet début février avec une demande totale de financement. Entre cette étape-là et ce que vous pensez être en capacité de réaliser sur l'année scolaire en question, il y a un petit écart de 6%. Alors, cet écart, bon, peut être, on va dire, naturel, hein, voilà. Sauf qu'on a constaté cette année qu'il y avait des très, très gros écarts financiers dans certains établissements. Certains demandent à peu près ce qu'ils avaient demandé au moment de la candidature. Bon, généralement, ce sont des établissements qui ont l'habitude de faire de la mobilité depuis quelques années. Et puis d'autres, c'est un peu plus compliqué, c'est peut-être des nouveaux, et donc il y a du delta. Et vous voyez le delta entre, pour un établissement, 18 000 € en moins, ou pour certains, 45 000 € en plus, ben, automatiquement, ça veut dire qu'il y a des ajustements que nous, on doit faire et on doit discuter en début d'année. Donc ça, c'est un élément qu'on essaie de prendre en compte. Globalement, pour cette année, l'ensemble des mobilités que vous souhaitiez dérouler, que vous souhaitez dérouler, seront financées. Et puis, on a un autre phénomène, qui est un phénomène d'érosion, on va dire, habituel, qui est le phénomène, on prévoit toujours des choses en début d'année, et puis, la vie étant ce qu'elle est, ça ne se déroule pas toujours exactement comme prévu. Et donc, il suffit que vous aviez décidé d'emmener un groupe de 12 et qu'il y en ait un qui ne parte pas. Bon, ça fait toujours un au moins, mais additionné au niveau du consortium, ça fait vite des montants relativement conséquents. Donc, ce qu'on a constaté simplement sur l'année dernière, alors l'année dernière, c'est peut-être un petit peu exceptionnel, puisqu'on avait encore quelques situations dans les entreprises d'accueil avec le Covid, qui faisait qu'il y en a certaines qui n'ont pas pu se réaliser complètement, pardon, ou avec la guerre en Ukraine, il y a eu des réaffectations de pays. Donc voilà, il y a pu avoir des impacts, mais voilà, entre ce qu'on avait prévu en début d'année et ce qu'on a réalisé à la fin, il y a moins 9%. Donc ce qui fait que, entre une demande de financement au début et ce qu'on finit par réaliser, on a aux alentours de 15% en moins de demandes. Or, l'agence européenne, enfin c'est même la Commission européenne, a une règle très très simple, c'est qu'on n'a pas le droit de sous-consommer. Voilà. Ça, ils ont horreur de ça. Donc, si on sous-consomme, on se fait pénaliser pour les prochaines demandes. Donc, ça, c'est quelque chose que nous devons impérativement éviter en tant que porteur du consortium et pour chacun d'entre nous, voilà, automatiquement. En fait, on n'a que 32 000 €, enfin, c'est des sommes considérables quand même, hein, prises individuellement, on n'a que 32 000 € de marge. Donc, sur 1 495 000 € de subvention, 2%, ça fait pas beaucoup. Voilà. Donc, nous, on doit viser 18 mois à l'avance le petit écart de 32 000. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Pour cette année, ça devrait se faire à l'équilibre. Donc, tant mieux. Pour l'année prochaine, il faudra qu'on s'interroge sur justement les systèmes de régulation. En d'autres termes, ça représente quoi? Donc, voilà les chiffres qui sont actualisés, puisqu'on avait en fait un projet 2021 qu'on a rallongé, et tant mieux, parce qu'il nous restait un peu de marge sur ce projet-là. Autrement, on n'aurait pas pu combler le manque, qui se trouve ici, vous voyez, de 253 000 €, parce que tout simplement, nous, on a fait une demande à 1 680 000 €, et on a obtenu de la part de l'agence
1 427 000. Donc là, il nous manquait en fait potentiellement 250 000 euros. Donc comme il y a eu un peu moins de demandes, et puis qu'on avait un peu de réserve sur 2021, voilà, bon an, mal an, ça se tient. Et du coup, comme vous avez vu dans la diapo d'avant, on a un écart, on sait qu'on va avoir un écart entre ce que vous avez demandé là, ce sur quoi on est en train de contractualiser, et ce que vous réaliserez à la fin. On a en plus fait du surbooking. C'est-à-dire qu'on va contractualiser sur de l'argent qu'on n'a pas. D'accord? Donc le surbooking actuellement, il est aux alentours de 6,8%. D'accord? Donc on devrait en fait être en capacité de tout financer. Il n'y a pas de problème sur cette partie-là. Ça va? Donc pour cette année, en fait, tout ce que vous aviez demandé, on sera en capacité de le financer, et en comptant sur les annulations en cours d'année, bon ben voilà, globalement, ça sera faisable. Si vous avez des demandes supplémentaires en cours d'année, ce qui est possible, eh bien, on attendra d'avoir d'un autre côté des annulations pour pouvoir vous les accorder. D'accord? Là, on sera vraiment à la gestion de la mobilité prêt, mais c'est potentiellement, vous l'avez compris, envisageable. Chose sur lesquelles on a assez peu communiqué l'année dernière. C'est la question des coûts exceptionnels pour les voyages élevés. Je vais laisser la parole sur cette partie-là à Dalila pour intervenir. Oui, donc effectivement, nous avions sollicité les établissements l'an dernier pour nous faire remonter ces demandes de coûts exceptionnels éventuels dans le cadre de destinations longues, par exemple, comme la Finlande, et puis d'autres coûts exceptionnels que Sabine va évoquer juste après. Alors, pour les coûts exceptionnels, frais de voyage élevés, l'agence a une méthodologie, a un calcul qui peut paraître complexe, mais avec un exemple, vous allez voir, c'est un peu plus clair. Donc, il faut savoir que suite à la demande que nous avons faite auprès de l'agence, nous avons obtenu environ 5 500 €. Nous avions demandé beaucoup plus, mais nous avons eu à peu près cette somme pour couvrir ces coûts exceptionnels de voyage élevés. Donc, le principe est le suivant, pour savoir si vous pouvez en bénéficier. Alors, si la contribution forfaitaire aux frais de voyage est en dessous de 70% des frais de voyage réels des participants, donc, vous pouvez avoir une prise en charge de l'agence peut couvrir 80. Dans ce cas-là, l'agence peut couvrir 80% des frais réels éligibles. Donc, voici un exemple pour vous permettre de comprendre le calcul et le principe de l'agence pour bénéficier de ces frais. Prenons l'exemple de la Finlande, avec un forfait donc de frais de voyage de 275 € et un coût de billet d'avion de 500 €. Donc, le premier principe, c'est de savoir donc si on est en dépassement. Donc, est-ce éligible au coût de voyage élevé? Alors, on va calculer ainsi, 500 € fois 70% égale 350 €. Donc oui, dans ce cas-là, effectivement, on est en dépassement. Donc le deuxième principe, c'est de voir si donc l'agence peut prendre en charge sur la base des factures des billets d'avion donc ces frais de voyage élevés. Donc ici, on a bien 500 € fois 80% égale 400 €. Donc, c'est la différence qui va nous permettre de savoir si on peut bénéficier de ces frais. En effet, donc 400 €, regardons la différence, 400 € moins 275 € égale 125 €. Et c'est bien ces 125 € que nous comptabiliserons en frais de voyage élevés. Donc, on vous laissera le diaporama pour le petit calcul de principe. Donc, comme vous pouvez le constater, bien sûr, ça ne couvre pas la totalité des frais que vous pourriez engager. Voilà. Merci. Je vais passer, à la deuxième partie, les coûts exceptionnels. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le fil de discussion, on fera le point juste après. Sabine. Alors, de même que pour les frais de voyage élevés, nous avons également reçu de la part de l'agence un montant donc, qui est disponible pour couvrir des coûts exceptionnels.
Donc, cette somme est de 2 660 € pour les apprenants, donc les mobilités liées aux apprenants, et 1 368 € maximum pour les stages d'observation de pratique. Donc, ces coûts exceptionnels sont relatifs aux frais de visa, à tous les frais annexes, souvent donc pour des voyages plutôt à l'international, titres de séjour, les vaccins qui ne sont pas pris en charge. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de calcul alambiqué comme on a pu le voir pour les frais de voyage. La prise en charge se fait à hauteur de 100% des dépenses. Par contre, nous avons besoin de justificatifs, d'une facture qui identifie très précisément le coût exceptionnel engendré. Voilà. Donc là, on vous donne un exemple pour un stage d'observation de pratique, un coût de visa à hauteur de 150 €. Donc là, vous aurez une facture ou un reçu, oui, d'un paiement de 150 € qu'il faudra nous fournir pour que nous puissions vous verser ces frais. Voilà, et pour terminer, du coup, on a adapté un certain nombre de choses, tout simplement parce que avec le fait d'avoir engagé en fait un système de surbooking, bien nous n'avons plus en fait de trésorerie pour pouvoir faire des avances beaucoup trop importantes. Donc en fait les acomptes à partir de maintenant seront non plus de 80% mais de 70%. Et puis le solde interviendra au moment où nous on recevra également le solde de l'agence. Donc cela pourra prendre plusieurs mois et on va essayer d'écourter ce délai au maximum. Mais en tout cas, voilà, on sera dans les conditions en quelque sorte réelles, puisqu'on n'aura plus du coup d'avance de trésorerie. On avait de l'avance de trésorerie parce que tout simplement, il y avait des projets 2020, il y avait eu Covid, et donc on avait toute cette avance de trésorerie-là. C'est plus le cas maintenant. Donc on est obligé de faire avec une nouvelle méthode en termes de trésorerie. Voilà. Alors, on va peut-être passer à la phase de questions-réponses sur ce morceau-là. Donc, j'ai vu qu'il y Alors, en avait tout dans cas, il n'y le a pas de fil- questions dans le fil de discussion. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Eh bien, c'est que c'est tout clair, alors tant mieux, si ça vous va comme ça. Alors, très rapidement, du coup, on souhaite intervenir sur quelques engagements, cette fois-ci supplémentaires, concernant, ben voilà, on a une obligation de pacte vert européen. C'est une obligation qui est imposée à tous les porteurs de projets européens dans l'objectif du Green Deal 2030 de la Commission européenne. Et donc, automatiquement, il y a des déclinaisons au niveau du consortium. Anis, je te laisse la parole. Oui, alors oui, comme ça a été dit, suite aux différents échanges qu'on a pu avoir avec certains d'entre vous, avec certains référents aussi, on s'est engagé à répondre à certaines de vos propositions. Puis on voulait aussi vous en proposer de notre côté, comme par exemple la signature électronique. Donc pour la fin de l'année 2023, l'idée ce serait de pouvoir récupérer vos signatures sur la plateforme Argo pour, on va dire, fluidifier les différents process liés à certains documents pour gagner aussi un petit peu de temps. Puisque si on a ça, dès qu'on générerait un document, les signatures elles seraient automatiquement apposer. Donc, plutôt que de générer le document, le faire signer par le porteur du consortium, récupérer le document, le transférer au référent pour le faire signer de son côté par son chef d'établissement, mais on n'aurait pas tout ça à faire. Et puis, en un clic, on aurait le document déjà signé par tous les parties. Et donc, ce système, il serait déployé sur tous les documents où la signature du chef d'établissement est demandée. Ensuite, dans l'idée de pouvoir répondre à l'un des axes, c'est vrai, majeurs de l'Europe, on va mettre à disposition un outil de calcul qui vous permettra de mesurer l'impact carbone. Alors, c'est vrai que ça a été demandé à plusieurs reprises dans les différentes réunions qu'on a pu avoir précédemment. Et donc, ce sera dans les éléments de pas à pas pour la gestion des mobilités pour les référents. On nous a demandé aussi à ce que les participants aux réunions ils puissent avoir accès aux informations ou aux réponses suite aux invitations qu'on pourrait faire pour savoir qui serait présent. Et donc, ça permettrait d'organiser plus facilement du covoiturage. C'est vrai que le fait d'avoir des informations sur les établissements qui partent, sur la ville de départ aussi, et les contacts, ça
permettrait de les mettre en relation et puis d'organiser potentiellement du covoiturage. Donc, vous avez compris, mais si je prends un exemple, si on a une réunion à Dijon, que moi j'habite à Grès et qu'il y a un départ à Vesoul, je pourrais le voir sur le fichier. Et donc, je me mettrai en contact avec ceux qui partent de Vesoul pour covoiturer avec eux. Et un peu dans la même idée, mais à une échelle un peu plus grande cette fois, on va recenser, nous, l'ensemble des flux de mobilité pour aussi pouvoir favoriser la mutualisation des transports lors des périodes de stage. Alors, ce qu'on entend par là, c'est que vous aurez la possibilité de voir qui part où, donc quel établissement part où, et sur quelle date. Et si c'est sur les mêmes dates que vous, et que c'est alors soit dans le même pays, soit que le pays de l'un des établissements est sur le même itinéraire, ben, il y aurait peut-être moyen de partir avec le même bus, par exemple. Et enfin, ben, on va vous proposer un jeu concours pour valoriser et puis aussi pour favoriser la création de projets innovants en établissement, dans l'objectif de pouvoir réduire l'impact carbone qui a été calculé en amont et dans l'idéal, arriver à un impact zéro. Donc tout ça, ça s'inscrit aussi dans la préparation au départ. D'ailleurs, il y a des ateliers qui sont mis en place et qui vont bientôt avoir lieu pour accompagner les référents dans ces objectifs. On a mis aussi un exemple, un arbre planté pour une mobilité. C'est vrai que c'est l'objectif du consortium pour les Erasmus Days 2023, qu'on puisse planter autant d'arbres que de mobilité, ce qui serait quand même au final assez significatif. Et donc là, pour l'instant, on est en prise de contact avec certaines associations qui pourraient gérer tout ça et au final nous apporter un bilan neutre sur le consortium. Donc voilà, si vous voulez aussi compléter les collègues, je vous laisse. Ou si c'est tout bon, on passe à la suite. Non, c'est bon, merci Anis. On verra s'il y a des questions. Autre point qu'on souhaitait aborder avec vous, c'est cet objectif d'Erasmus Days 2023. Donc, on a vécu un événement assez intense au mois de mai, le 31 mai, à la Céline Royal d'Arquestan, pour ceux qui étaient présents. L'objectif, c'est de changer, c'est de faire autre chose, et c'est de proposer d'autres types d'activités. Donc, au cours des réunions avec les référents mobilité, le comité de direction, fin septembre, on vous a fait travailler pour nous transmettre un certain nombre d'informations, de propositions. Alors, on les a capitalisées, puis on en a retenu, en fait, sur un format, on va dire, qu'on vous propose là. Donc, n'hésitez pas à nous dire si il vous semble aussi pertinent ou pas. L'idée, ça serait en fait de créer un espace alors plutôt collectif, convivial, sympathique. Alors, il nous faudra des locaux suffisamment grands. Donc, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Alors, évidemment, des locaux suffisamment grands, mais avec des moyens réduits. Donc, voilà. Donc, c'est, par exemple, Micropolis à Besançon, c'est même pas la peine d'y penser. Vu les tarifs de chaque journée, voilà, c'est pas du tout accessible. Donc, c'est pas dans cet objectif. Toujours est-il que chaque proposition que vous ferez sera aussi la bienvenue. L'idée, ça serait, alors le thème reste à travailler, mais en gros, c'est l'Europe, notre village. On partirait de cette idée-là et de ce principe-là pour proposer aux établissements qui partent dans un pays de se réunir, de travailler ensemble, donc de travailler en fait à l'animation ou à la mise en place d'un stand, donc l'équivalent d'une maison, on va dire, dans le village, d'un stand de chaque pays. Donc Belgique, Allemagne, Italie, etc. Dans chaque stand, chaque participant et chaque élève ou adulte qui sera présent pourra faire part, bien sûr, et il faudra qu'ils fassent part de leur expérience, de leur vécu en mobilité. Et puis, on pensait bien entendu que sur chaque stand, on demanderait aux établissements d'être relativement innovants pour présenter au mieux le pays, la diversité du pays, les aspects culturels, pourquoi pas culinaires. Voilà, beaucoup de choses à présenter, mais peut-être avec un espace un petit peu réduit, mais peu importe. L'idée, c'est voilà, on puisse identifier un stand, un pays par rapport à ça. Et dans le troisième point, on aimerait que sur chaque stand, il y ait au minimum un partenaire du pays en question.
donc un partenaire d'accueil du pays. Donc là, il faudra qu'on se concerte pour les invitations, et lui pourrait nous parler du pays. Hein, et donc, ça serait aussi l'intérêt et la plus-value de ce côté-là, et chaque établissement créerait son ambiance, son décor, etc., etc. Donc, chaque jeune serait là pour présenter son vécu, valoriser son expérience, et en même temps, alors sur des temps du coup, puisque ça va se dérouler sur une journée, sur un autre type de temps, l'organisation reste à trouver, il pourrait participer, il serait encouragé à participer à une espèce d'escape game géant ou de quiz géant, je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre, dans l'objectif à l'obliger à passer sur chaque stand pour poser à minima 1-2 questions ou résoudre des énigmes. Voilà, sur le pays en question, etc. Ça sera peut-être caché dans un panneau, etc. L'idée, ça serait aussi qu'il y ait une petite série de questions qui soient aléatoires pour chaque pays, c'est-à-dire que selon si je suis un jeune à côté, il n'aura peut-être pas les mêmes questions à poser que moi. Donc voilà, pour que ça soit un petit peu interactif. On pourrait bien sûr faire des groupes de jeunes, hein, ce ne serait pas complètement une démarche individuelle, mais s'il y a des groupes de jeunes, il faudrait que ce soit des groupes de jeunes composés de plusieurs établissements pour là aussi favoriser la discussion entre eux et la mixité. Voilà, on aurait l'idée de la place du village aussi, qui serait plutôt un endroit un peu plus convivial, où on essaierait de solliciter peut-être des associations autres, de type association amitié franco-polonaise, etc. Il y en a certaines qui organisent aussi des danses, des chants, etc. de chaque pays. Ça pourrait être sympa de pouvoir avoir ça qui rythme un petit peu le cours de la journée et qui encadre en quelque sorte les temps un peu plus formels qui seraient les discours des élus et des invités. Voilà. Et puis, en amont de ce temps-là, on aimerait organiser, puisque là, on vise en fait une animation sur l'année suivante, un jeu concours pour créer une mascotte. Alors, on créerait une mascotte. L'idée de la mascotte, on vous le dévoile là, ça serait en fait d'amener la mascotte après partout en Europe et de faire des vidéos avec la petite mascotte, vidéos qui puissent concourir à la meilleure vidéo de la mise en situation de la mascotte. Voilà, c'est un petit peu l'objectif, donc ça sera dans le jeu concours. L'objectif du jeu concours, c'est qu'aux Erasmus Days, on dévoile le vainqueur et la maquette de la mascotte, en quelque sorte. Et puis, l'autre type de jeu concours sera pour l'année suivante, pour les prochains qui repartiront. L'idée, c'est, voilà, on assoit des choses sur l'un et sur l'autre. Et puis, il était fortement demandé qu'on ait des repas de type européen. Donc là aussi, on pourrait essayer de solliciter des associations pour nous créer des repas un petit peu typiques. Pourquoi pas, ou alors si ça, c'est pas possible, on solliciterait les établissements qui ont de la restauration, des filières de restauration, pour voir ce qu'ils peuvent nous proposer j'arrive jamais à le dire, liaison chaude ou liaison froide. Voilà, on verra bien. Et évidemment, puisqu'on demande des efforts, nous, il faut qu'on fasse aussi des efforts. Objectif de cette journée, 0 déchet. Donc, s'il y a des déchets, on les ramène chez nous, mais l'objectif, c'est qu'il n'y ait rien comme déchets. Et puis, en fait, tous les couverts seraient des couverts probablement de type goodies qui permettraient d'être réutilisables. Donc, à voir hein, si le budget nous le permet. Et selon le nombre de participants, si on est 700-800, c'est à peu près ce sur quoi on table, parce qu'on était 600 au mois de mai. Donc, voilà, on irait dans ce sens-là. Voilà, en gros, les grosses orientations des Erasmus Days 2023, normalement, l'agence Erasmus s'est engagée à être présent. Donc là, c'est déjà un bon point, puisqu'ils ont loupé notre événement. Et il y a eu des remontées jusqu'au cabinet de la direction à Bordeaux, parce que des gros événements comme ça, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, voilà, il y a eu aussi des petits rappels de ce côté-là. Donc, normalement, on a l'assurance d'avoir l'agence qui sera présente sur cet événement. On communiquera la date très rapidement une fois qu'on aura confirmation. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette étape, en quelque sorte, Pacte vert européen et Erasmus Days 2023 ? Tout n'est pas complètement. Pas de questions dans le fil de discussion pour les deux éléments, que ce soit Pacte vert ou Erasmus Days. Très bien. Alors, c'est qu'on est très, très bon dans les explications. Si, il y a quelqu'un qui demande la date
Les Erasmus Days. Ah oui, alors ça sera le jeudi, c'est un jeudi. Alors, j'ai plus la date en tête, mais c'est mi-octobre. 12 octobre. Hein. Jeudi Voilà, 12. ça doit être ça. Merci, Dalila. Voilà, jeudi 12 octobre 2023. On peut déjà le noter dans nos agendas. Donc évidemment, ces Erasmus Days, on va devoir les préparer, on va dire, de janvier-février jusqu'au mois de juin, parce qu'après, quand il y aura la rentrée, ce sera trop tard. Voilà, on pourra finaliser 2-3 éléments, évidemment. Et dans ce qu'on prévoit, on va essayer d'avoir, comme l'année dernière, une stagiaire en événementiel qui pourra aussi nous préparer un petit peu tout ça et travailler sur la coordination, parce qu'il y aura beaucoup de temps de coordination d'établissement à établissement ou de pluri-établissement. Si je prends par exemple la Belgique, je crois qu'il y a 4, 5, 6 établissements qui partent en Belgique. Donc il faut qu'on puisse se mettre d'accord sur qui fait quoi pour qu'on ait un hyper magnifique stand belge. Voilà, et qui soit, voilà. Et puis allemand, et puis etc. Vous avez compris l'idée. Bien, eh bien, je vous propose de poursuivre. Alors, passons ce coup-ci à nos histoires de candidature, puisqu'on est là aussi pour ça, pour aller chercher des demandes de financement. Et juste, Anis, je te laisse te présenter en virtuel. Oui, alors du coup, Anis Elguerici, chargé de mission Erasmus, et j'accompagne principalement les lycées dans le projet Erasmus pour les mobilités. Et donc, on vous propose des tutos, dont le tuto pour la candidature 2022-2023, enfin non, 23-24, pardon. Et donc, on vous a remis le lien pour le tuto concernant la demande. Vous verrez, c'est vraiment du pas à pas, il y a juste à suivre ce qui est montré. Donc, on vous montre comment faire une demande pour les apprenants en mobilité courte, pour les accompagnateurs, faire une demande aussi de visite préparatoire ou bien les mobilités pour le personnel. Donc, tout ça, c'est géré par le référent. Et puis, pour avoir la vidéo, elle est morcelée et elle est minutée. Donc, s'il y a une des activités qui ne l'intéresse pas, que je viens de citer, il pourra directement passer à celle qui l'intéresse. Et lorsque le référent il a fait remonter tout ça, ce sera au chef d'établissement de jouer son rôle et puis de pouvoir confirmer ce qui a été remonté. Et là aussi, il y a la procédure qui vous est montrée pour faire tout ça. Voilà, donc cette vidéo sera d'autant plus utile, particulièrement pour les nouveaux membres qui nous rejoignent. Hein, donc voilà, vous avez le tuto, donc n'hésitez pas à le regarder. Et puis, si vous bloquez, Anis est là pour ça, pour les côtés lycée, et puis Anthony qui n'est pas là puisqu'il est en alternance, et moi-même sommes là également côté MFR et côté LEAP. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes bloqué après avoir visionné le tuto et qu'il y a des choses peut-être qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaitiez. Peut-être juste rappeler que les nouveaux membres vont recevoir un accompagnement à Nice du point de vue des lycées professionnels, va les contacter prochainement dans la procédure administrative. Oui, c'est ça. Voilà, on a repris déjà contact avec certains lycées pour vous aider à intégrer le consortium. Donc, il y a certaines manipulations à faire. Donc, pareil, on va vous accompagner là et puis on pourra aussi, pourquoi pas, vous montrer comment faire la suite pour la candidature également. Voilà, et idem côté MFR et LEAP, vous aurez un petit mail d'ici quelques semaines maximum pour que vous puissiez, alors tous les nouveaux, hein, j'entends, voilà, qu'on puisse bien vous identifier dans la plateforme européenne, parce que c'est une étape indispensable et préalable à la demande de financement Erasmus. Donc voilà, vous inquiétez pas, on vous aidera à gérer tout ça petit à petit. Dalila, je te laisse la parole sur cette... Pas de questions, mais une remarque pour Anis, des remerciements pour ta disponibilité. Merci pour la remarque. Dalila. Oui, donc on voulait faire un focus sur le projet du consortium qui est au cœur du projet d'établissement, de vos projets d'établissement. Et donc, je pense que les anciens sont convaincus des bienfaits de la mobilité sur leurs jeunes, avec l'expérience de mobilité depuis la rentrée dans le consortium. Et puis, les enquêtes le prouvent. Donc, quels impacts des impacts, effectivement, que l'on constate sur le terrain sur les élèves, formation initiale, également sur les jeunes apprentis,
avec un gain certes de responsabilité, un développement de compétences sociales qui sont certifiées dans les enquêtes des élèves avant et au retour par rapport à la représentation au départ avant de partir en mobilité. Donc, on a des familles qui nous disent que leurs jeunes sont transformés en revenant, qu'ils sont plus autonomes, une ouverture d'esprit également constatée, également dans les épreuves que vous faites passer. Je pense notamment à l'unité facultative de mobilité, cette épreuve qui est évaluée par le tuteur sur place et puis au retour dans le cadre d'un jury. Donc, on a des exemples comme ça dans tous les établissements qui nous prouvent que ça a un impact, la mobilité des jeunes. Un impact également sur l'image de l'établissement, une image positive, dynamique, ouverte, d'ouverture, un impact également sur l'ouverture d'établissements vers des partenaires locaux et internationaux. Donc, des bénéfices positifs dans le cadre du développement de vos projets de mobilité. Alors, lors des derniers comités de direction, nous avions évoqué avec les chefs d'établissement et validé certains objectifs, comme par exemple proposer la mobilité à plus de classes, bien sûr, dans la mesure du possible, et à plus de jeunes. On a et dans le cadre du consortium, et on maintient cet objectif de développement prioritaire de la mobilité apprenante. Et puis de proposer, pourquoi pas, la mobilité à des partenaires locaux. On a évoqué tout à l'heure le fait de les faire venir dans le cadre des Erasmus Days. Donc, c'est une activité qui est éligible. Alors, n'hésitez pas à vous en saisir. Voilà. Merci, Dalila. On a également, par rapport à ces histoires de partenaires locaux, on a reçu un témoignage, alors qui ne se fait pas dans notre consortium, mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée, donc je voulais la partager avec vous, de mise en place de systèmes en fait, de parrainage des partenaires français avec des partenaires européens. Autrement dit, des maîtres stage ou d'apprentissage français ont accompagné leurs jeunes au début de la mobilité et partent en stage sur le lieu d'accueil de leur apprenti ou le lieu d'accueil du stagiaire. Et ils discutent de pair à pair. Et à la fin de la mobilité du jeune, c'est le tour de l'entreprise d'accueil de venir en France, donc de raccompagner le jeune au retour, mais il va faire aussi du coup un stage chez le maître de stage français. Donc il y a une espèce de réciprocité entre du coup professionnels européens, et les expériences qu'on a entendues étaient très très riches sur justement des échanges entre pairs, entre professionnels, leur offrir la possibilité d'avoir ce type d'opportunités, même si au départ ça peut sembler un peu étonnant, eh bien plusieurs ont joué le jeu et regrettent pas du coup d'avoir joué le jeu et ont même des contacts en dehors de ces temps un petit peu organisés par l'établissement. Ça a été très très riche et du coup, c'est un des leviers par exemple pour travailler sur la mobilité des apprentis, puisqu'on sait très bien que le premier frein reste le maître d'apprentissage qui ne voit pas toujours l'intérêt, etc. Donc voilà, pour ceux qui sont dans quelque chose qui est lancé depuis plusieurs années, eh bien, pourquoi pas réfléchir au fait de développer ce type de projet pour l'année prochaine, être relativement intéressant et ambitieux. Alors, passons à la diapo suivante. Je vais y arriver. Voilà, les publics avec moins d'opportunités. Sabine. Alors, donc il y a effectivement 4 axes prioritaires dans le programme Erasmus. On vous a parlé du pacte vert. Donc là, on est plus sur l'axe inclusion et diversité. Donc, c'est important d'inclure dans vos projets de mobilité des publics ayant moins d'opportunités. Vous en avez tous. Donc, les publics ayant moins d'opportunités, donc il y a plusieurs façons de les identifier. Donc, ça peut être des personnes en situation de handicap, des personnes qui vivent en zone de revitalisation rurale. Donc, il y a une carte des ZRR qui est disponible pour savoir si le participant à la mobilité habite dans ce type de zone. Des difficultés économiques qui sont basées soit sur le fait que l'élève est boursier, avec un niveau de bourse quand même assez élevé, ça doit être de 4 à 6,
ou bien dont les parents ont un quotient familial inférieur à 500 €. Et donc, alors il y a d'autres situations, ce sont les situations les plus courantes. Donc, quand vous identifiez dans vos projets de mobilité des publics qui ont moins d'opportunités, vous devez en faire part au moment de la candidature. Alors, c'est une estimation. Et au moment de la réalisation, vous devez produire un justificatif, en sachant que le justificatif est très facile à produire puisque la plupart du temps disponible dans votre établissement au moment de l'inscription du jeune dans votre établissement. Voilà. Donc, si on part sur la personne en situation de handicap, ce serait une reconnaissance par la maison du handicap. Il y aura l'attestation de bourse, l'attestation de la CAF également pour le quotient familial, et puis le justificatif de domicile pour la zone de revitalisation rurale. En sachant également que les publics ayant moins d'opportunités, ça touche à la fois les apprenants, mais aussi les personnels. Voilà, donc là, il n'y aura pas forcément la situation de bourse, hein, forcément, puisque ça n'est pas rattaché à un personnel, mais en zone de revitalisation rurale, pourquoi pas. Pour chaque mobilité de public avec moins d'opportunités, il y a un financement additionnel qui est donné à l'organisation pour ces mobilités, et c'est 100 € par participant. Donc, les 100 €, vous pouvez les utiliser ensuite. Donc, on a une liste aussi de possibilités pour utiliser ces 100 €. Par contre, voilà, 2 choses importantes, les notifier au moment de la candidature et au moment de la réalisation, juste après la réalisation, apporter le justificatif qui est requis en fonction de la situation du participant. Parce qu'en fait, alors, on se permet d'insister, effectivement, parce que j'oubliais ce point qui n'est pas négligeable, c'est qu'au moment de la réalisation des audits, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait des écarts entre les demandes faites au moment de la candidature et la réalisation, tout simplement parce que les référents mobilité comme on n'avait pas produit les justificatifs, tout simplement parce qu'ils pensaient que c'était compliqué à faire. Et on a eu l'exemple d'une réunion dans un établissement où, quand on a annoncé le type de justificatif requis, le référent s'est aperçu qu'en allant consulter le secrétariat élève, il avait tout de suite les éléments, en un clic, il avait les éléments. Voilà. Donc, ça n'est pas quelque chose de compliqué à mettre en œuvre. Voilà, c'est ça. Donc, dans la plupart des cas, en fait, les justificatifs sont dans l'établissement, ils sont dans le lycée, ils sont dans la MFR. C'est juste que c'est une autre personne qu'il faut consulter pour les obtenir. Voilà. Donc, et vous voyez, quand vous avez 10 publics avec moins d'opportunités, ben pour certains établissements, on a perdu 1 000 €. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà. Donc, n'hésitons pas à trouver chaque document. Alors, évidemment, il suffit d'un critère pour être éligible, hein. Ce n'est pas cumulable, hein. Voilà. Donc, il suffit d'un justificatif de domicile en ZRR et ça marche, hein, c'est bon. Et c'est bien le justificatif, voilà, de domicile, hein, ça n'est pas le lieu de l'établissement scolaire, hein. C'est bien le lieu d'habitation de la personne. Exactement. Donc voilà, ça vient dans le pot commun des 9% dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc si on règle déjà ça, vous voyez, on réduit un petit peu le pourcentage de baisse. Alice, on va te laisser parler des publics maintenant éligibles. Oui, bonjour. Donc, nous tenions aussi à vous rappeler un petit peu quel type de public pouvait partir en mobilité. Donc, bien évidemment, on a toujours en tête de faire partir nos apprenants, que ce soit des élèves, des apprentis, des stagiaires de la formation continue, et même des 4e, 3e qui sont en alternance, donc un public plutôt scolaire, enfin scolaire, en dessous du bac. Mais est éligible aussi la mobilité des personnels, des membres des conseils d'administration, de façon à pouvoir observer des pratiques professionnelles, observer pour les membres du CA comment se passe une mobilité,
et pourquoi pas après peut-être devenir accompagnateur ou aider à la mobilité en tous les cas. On peut aussi également faire partir des maîtres de stage ou des maîtres d'apprentissage, et ça c'est quelque chose de très intéressant. Je rejoins un petit peu ce qu'a dit Jean-Yves tout à l'heure. Si vous les faites partir, eh ben, peut-être qu'après ils vont voir plus intérêt à faire partir leurs jeunes. Ils vont peut-être voir aussi, pourquoi pas créer un parrainage. Alice? Je ne sais pas si c'est moi, mais on Alice? t'entend plus beaucoup. Non, Alice, Oui. il faudrait que tu parles en regardant ton PC parce que là, du coup, tu dois lire un truc à côté, on n'entend plus ce que tu nous dis. Ah, du coup, pardon. Et là, c'est mieux là? Non? C'est mieux, mais pas top top. Je regarde mon PC pourtant. Je ne sais pas. Là, je viens de le réactiver. Est-ce que je peux le monter? Voilà, parle plus fort déjà, parle beaucoup Ok, plus fort. je vais crier. Oui, donc là, est-ce que le son est plus clair? Ouais, c'est mieux. Je disais juste que on pense surtout à la mobilité des apprenants, qu'ils soient apprentis, stagiaires, élèves de la formation continue ou de la formation ministère, quelle que soit la formation. Mais il ne faudra pas oublier non plus les personnels, donc que ce soit des formateurs, que ce soit des maîtres de maison dans le cadre des maisons familiales, que ce soit des secrétaires, pourquoi pas, de façon à observer ce qui se passe en mobilité, pour pouvoir mieux peut-être rendre un peu l'équipe plus dynamique et pourquoi pas avoir plus d'accompagnateurs pour des mobilités apprenantes après. D'accord ? Il ne faut pas oublier non plus que les membres des conseils d'administration peuvent aussi partir. Et là, il peut y avoir un intérêt aussi à voir ce que vivent les référents mobilité, les accompagnateurs, voir que ce n'est pas toujours des vacances, que ce n'est pas toujours facile. Et aussi, pourquoi pas, qu'ils deviennent des ambassadeurs de la mobilité à leur tour ou des accompagnateurs. Les maîtres de stage ou les maîtres d'apprentissage, c'est quelque chose de très intéressant aussi dans le sens, dans l'utilité professionnelle. Ils vont devenir aussi plus ambassadeurs et peut-être voir l'intérêt de faire partir leur apprenti et voir, comme disait Jean-Yves tout à l'heure, voir pourquoi pas de créer un parrainage ou avec un autre maître d'apprentissage ou un autre maître de stage à l'étranger pour pouvoir échanger sur des compétences professionnelles ou faire des échanges de jeunes, de façon à ce que peut-être, si leur jeune part, ils peuvent recevoir un jeune à leur tour. Donc voilà, ça c'est des intérêts, c'est des choses auxquelles il faut penser. Après, plus sur des mobilités plus courtes, hein, puisque les maîtres de stage, les maîtres d'apprentissage, ils ne sont pas forcément dispo non plus 3 semaines, hein, bien sûr. Et là, ça demande aussi parfois de l'accompagnement de notre part. Il ne faut pas oublier éventuellement la possibilité de faire partir des formateurs d'entreprise ou des partenaires locaux, hein, de façon à peut-être voir l'intérêt aussi peut-être de cofinancer, d'en parler, de devenir vraiment des acteurs plus proches de nos mobilités. Et pourquoi pas les conseiller en formation dans certains établissements. Voilà, donc c'est tout un panel de public qui est possible. Il ne faut pas oublier, et ça dynamise un petit peu tout ça, et ça n'a pas les mêmes impacts, mais c'est important pour le projet. Moi, je rajouterais également que les maîtres de stage et d'apprentissage, ça peut être aussi une source de nouveaux terrains de stage, de nouveaux partenaires. Parce que c'est plus facile de vive voix en échangeant plutôt que par mail ou par téléphone. Voilà, en expliquant bien ce que l'on cherche. Lorsqu'ils viennent, ils voient plus précisément les besoins des élèves. Et ça peut être intéressant sur ce plan-là également. En mobilité entrante. C'est ça. Oui. Voilà, en fait, pour résumer cette diapo, pour être clair, n'importe qui a un lien contractuel avec votre établissement peut partir. Voilà. C'est assez simple, finalement. Alors, par contre, il ne faudra pas oublier non plus de prouver tout ça, que ce soit le lien. Et à la fin, on demande aussi, comme aux jeunes, un petit bilan sur la mobilité. Voilà. Ça peut être même certains supports. Merci Sabine, on te laisse sur la partie internationale.
Alors, effectivement, donc, il y a dans le programme Erasmus, il y a les pays programmes hein, qui sont voilà, au nombre de 27, me semble-t-il. Et puis, il y a aussi la possibilité de conduire des mobilités à l'international, c'est-à-dire plus loin, normalement. Par contre, uniquement des mobilités sortantes, pas de mobilité entrante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir des maîtres d'apprentissage, par exemple, qui viendraient du Canada ou de l'Australie. Alors, pour les apprenants, donc, on a les mobilités sortantes. Ce sont exactement les mêmes modalités qu'en Europe, avec, donc vous le verrez décliné un petit peu après, un forfait voyage, un forfait journalier séjour et puis ensuite une indemnisation en fonction du type d'activité. Pour les personnels, ce sont également les mêmes modalités qu'en Europe, sauf pour une formation, suivre une formation qui n'est pas possible, c'est ça Jean-Yves, à l'international. Voilà. Exactement. Voilà, suivre une formation, c'est possible en Europe pour un personnel, mais ça n'est pas possible à l'international. Voilà, c'est le seul bémol par rapport à ça. Et donc, les forfaits financiers sont calculés de la même manière, que ce soit pour le voyage ou le séjour. Globalement, il ne faut pas que les projets à l'international dépassent 20% de la totalité du projet de mobilité. Voilà. Donc ça, c'est à nous, en fait, de faire cette mesure en fonction des besoins qui seront émis par les établissements. On regardera en fonction des besoins des MFR, des lycées agricoles et lycées professionnels, et on verra et on reviendra vers les établissements en cas de dépassement éventuel, ce qui ne semble pas être le cas, un peu les cas sur les dernières années. Voilà. Exactement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, c'est disponible, hein, la liste des pays est disponible dans le guide hein, du programme, qui n'est toujours pas sorti, certes, hein, mais c'est peu probable que les pays changent de toute façon d'une année sur l'autre. Hein. Voilà. Exactement. Alors, les activités, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça pour les apprenants, Dalila? Oui, donc différentes catégories de durée pour ces activités d'élèves, d'apprentis. Une mobilité de courte durée qui va s'échelonner de 10 jours minimum hein, à 89 jours. Donc 2 semaines, donc jours ouvrables minimum pour effectuer un stage en entreprise, on le rappelle. En dessous, ce n'est pas éligible. Des mobilités longue durée Erasmus Pro, qui vont aller de 90 jours à 365 jours. On a quelques-unes dans le consortium. Et puis, donc, dans le cas du nouveau programme 21-27, une nouvelle activité qui est le concours de compétences des métiers. Ce qu'on appelle World Skills, donc un concours d'Olympiade des métiers que certains pratiquent ou voilà, où vous inscrivez vos élèves. Je crois qu'au niveau national, on a quelques-unes organisées en mars prochain, 2023. Eh bien, si vous parvenez à être sélectionné à l'international, l'agence Erasmus+ peut vous financer des accompagnateurs sur ces mobilités-là, de concours des métiers. Et puis, donc on a souhaité quand même mentionner le voyage d'études comme non éligible, puisque, comme vous le savez, dans le cadre du nouveau programme 21-27, cette activité-là n'est plus possible pour les lycées professionnels, les MFR, les LEAP, tous les établissements d'enseignement et formation professionnelle. Alors, ce qu'on appelle voyage d'études, vous savez, c'est ces mobilités de groupe classe, de mobilité d'élèves de groupe à viser de travail avec un autre établissement en Europe autour d'une thématique commune, par exemple. Voilà, comme cela était possible dans le cadre de projet K229. Il me semble que certains établissements en ont encore qui se terminent là, sur 22-23. Voilà. Alors, bon. peut-être qu'il sera dans le guide du programme 2023, on l'espère.
On aimerait bien, oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'on a des axes prioritaires dans le cadre du programme qui sont travaillés par des professeurs d'histoire, de français, et une réflexion sur la citoyenne européenne est présente dans les cours, et les élèves du lycée professionnel aimeraient, tout comme leurs professeurs, travailler également sur ces thématiques-là, avec d'autres établissements à l'étranger. Donc, on a fait remonter à l'agence. On verra si toutefois on est entendu. Voilà. Et donc, si on a une nouvelle activité éligible, on vous enverra immédiatement à l'ensemble des établissements une note pour vous préciser les nouveautés du programme 2023. Parce que, comme je vous le disais, normalement, le guide du programme devait sortir début novembre. On est mi-novembre, il n'est toujours pas sorti. Donc, voilà, on n'a pas souhaité repousser pour nous la réunion et la mise en œuvre du projet, mais en tout cas, s'il y a eu des nouveautés flagrantes, vous en serez informés immédiatement. On souhaitait vous repréciser, puisque parfois c'est toujours un petit peu ambigu, ce qu'on entend sur l'activité pour les jeunes à Nice. Oui, donc là, on vous a mis un morceau du guide tel quel. Alors, je le reprends et puis on explique ce que ça veut dire. Donc, on a mis les apprenants de l'EFP peuvent effectuer un séjour d'apprentissage à l'étranger chez un prestataire d'EFP partenaire, dans une entreprise ou au sein d'une autre organisation active dans le domaine de l'EFP ou sur le marché du travail. Ce séjour d'apprentissage doit comporter un important volet professionnel et un programme d'apprentissage individuel doit être élaboré pour chaque participant. Donc, si on résume, les établissements d'accueil éligibles à une mobilité, en tout cas dans ce consortium, c'est les entreprises et les établissements de formation professionnelle. Et puis, c'est plutôt logique parce que la mobilité doit mettre le jeune de manière majoritaire en situation professionnelle avec un programme bien défini qu'on retrouve dans le kit de mobilité. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, une mobilité où on a que des visites d'entreprises, de différentes entreprises, c'est pas éligible. Une mobilité où on a des cours d'histoire géo, de français, c'est pas éligible. Voilà, en gros. Donc, on est en stage pro ou dans des cours pro, voilà, attachés à des ateliers et à des mises en situation professionnelle. Ça, ils insistent vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, vous allez voir, si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, vous ne pourrez pas compléter correctement le kit de mobilité. Voilà, tout simplement parce que c'est rattaché à un bloc de compétences professionnelles et on n'a pas le choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de discussion, on les prend tout à l'heure. Alors, activité du personnel. Donc là, on en a parlé tout à l'heure. Donc, comme on l'a dit, hein, on se rappelle, ce sont les moniteurs, en fait, l'ensemble du personnel salarié ou l'ensemble des agents ou l'ensemble des profs ou l'ensemble des agents payés par les collectivités territoriales dans les établissements, les membres des conseils d'administration. Voilà. Donc là, on est sur très large, les maîtres de stage, les maîtres d'apprentissage, etc. Par contre, donc, on a une activité phare qui est celle du stage d'observation en situation de travail. Alors, attention sur ce point-là, l'agence est de plus en plus vigilante sur le contenu. Et on a entendu de ci, de là, des établissements qui utilisent cette ligne, cette activité, pour aller faire de la recherche de partenaires. Donc, en tant que telle, la recherche de partenaires dans cette activité n'est pas éligible. D'accord ? On ne peut pas. Alors, on ne peut pas le faire. Maintenant, si vous êtes en stage d'observation en situation de travail dans un établissement de l'EFP, par exemple, vous êtes jusqu'à 16 heures en stage et que vous faites de la recherche sur votre temps libre, en dehors du stage, aucun problème. Mais c'est en dehors du stage. Donc, c'est en dehors de ce qui est écrit dans l'engagement contractuel, dans le kit de mobilité. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment, on observe, on regarde, on voit ce qui se passe, voilà, on s'immerge dans l'établissement qui nous accueille et dans l'ensemble de son environnement, pas de problème. Mais c'est vraiment pas fait pour un matin là, un matin là-bas, un après-midi, machin, pour rechercher d'autres partenaires. D'accord ? Donc, on va être un peu vigilant là-dessus. Si vous avez des doutes, vous nous questionnez avant pour qu'on anticipe tout ça. Alors, autre activité possible
qu'on utilise très très peu, ben, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous de devenir enseignant dans un autre établissement. On peut aller faire une semaine, 15 jours, jusqu'à 1 an d'enseignement dans un autre établissement. Alors, ça peut aussi concerner, puisqu'il faut toujours avoir un lien de rattachement avec un établissement français. Mais ça peut concerner aussi quelqu'un qui se met en année sabbatique. D'accord? Parce qu'il va toujours avoir un lien contractuel, mais il est en disponibilité, il est en congé sans solde, mais il est en congé. Donc, toujours rattaché à l'établissement. Voilà, donc ça peut être relativement intéressant, même pour pour le côté MFR, par exemple, pour des moniteurs qui ont, je sais pas, 25 ans, 30 ans d'expérience, et à un moment donné, voilà, ils se questionnent sur leur situation, leur avenir, ils veulent faire un petit break. Ça, c'est possible. Voilà, faut juste savoir que ça existe, au moins, à minimum. Une autre activité qui a eu un gros boom l'année dernière, c'est des cours et formations. Donc là, on va se former, nous, peu importe qui, hein, mais on va se former en Europe. Donc là, il y a des petits critères qualité pour qu'on ne soit pas dans des organismes de formation charlatans. Ça peut arriver. Et auquel cas, on verra tout à l'heure les taux de prise en charge, mais en plus de la prise en charge, il y a une prise en charge de frais de cours, de frais d'inscription, de frais de formation, à hauteur de 80 € par jour et par personne sur un 10 jours maximum. Donc maximum 800 €. Donc voilà. Et puis on a cette fameuse visite préparatoire. Donc là, ça peut être la recherche de partenaires, mais c'est pas fait pour ça en fait. Cette visite préparatoire, elle est faite dès lors qu'on a trouvé des partenaires, quelqu'un qui a dit ouais, ok, je suis ok pour vous accueillir ou accueillir des jeunes, mais en fait on va aller les voir avant pour bien être sûr du contenu du stage. Voilà, bien être sûr peut-être de l'environnement, de la sécurisation de la mobilité. Ça peut être tout aussi important quand on est dans des situations où on va utiliser des machines, on dit des machines dangereuses. Parfois, où on va discuter de ce qu'il est possible de faire ou de ce qui n'est pas possible de faire avec le maître de stage. Et donc là, c'est une prise en charge forfaitaire. Et puis là, on était sur de l'activité sortante, et maintenant, on va parler de l'activité entrante, Dalila. Oui, donc mobilité entrante, donc cette fois-ci, ce sont des personnels étrangers qui vont venir en France. Donc, si vous le souhaitez, si vous souhaitez les solliciter, dans le cadre d'accueil d'experts invités. Donc, ce sont toutes les personnes avec une expertise qui est pertinente pour les besoins et les objectifs de l'organisation, donc de l'établissement d'emploi, MFR, lycée, les AP, y compris les enseignants. Donc, ils vont apporter une expertise, ils vont pouvoir contribuer à améliorer l'enseignement, la formation et l'apprentissage. Ils peuvent également former ou démontrer de nouvelles méthodes d'enseignement ou transférer des bonnes pratiques en matière d'organisation et de gestion. Alors, la durée d'un minimum de 2 jours, possible, jusqu'à 60 jours. Et ce n'est pas possible à l'international, comme évoqué précédemment. Dans le cadre de la mission d'enseignement qui a été évoquée juste précédemment, alors pourquoi pas aussi accueillir un enseignant ou un formateur dans votre établissement d'envoi. Et pourquoi pas aller plus loin, faire un échange, envoyer donc un enseignant ou un formateur de votre établissement et en recevoir un en réciprocité. Alors le programme Erasmus le permet, pour une durée maximum d'1 an, dans un pays européen, Voilà, et donc les accueils d'invités experts pour les Erasmus Days 2023, c'est là que ça va jouer, c'est là qu'on va demander l'activité, d'accord, pour faire venir ces fameux maîtres de stage chez nous, voilà, pour les Erasmus Days, dans votre établissement, chez un partenaire français, peu importe. Alice, le soutien aux frais de voyage. Parlons sous maintenant. Est-ce que le son fonctionne? Oui. Ah, alors donc on a toujours comme précédemment des tranches kilométriques qui vont permettre de calculer des frais de voyage en fonction de si c'est un voyage standard ou un voyage vert. D'accord? Donc ça, c'est assez récent. Ouais.
Donc, je rappelle juste le voyage vert. Qu'est-ce que c'est? C'est quand vous partez, enfin, en gros, si vous ne prenez pas l'avion, ça peut devenir un voyage vert. Donc, si c'est en bus, en train, enfin, en transport en commun ou en covoiturage. Donc ça, Anis en a parlé tout à l'heure. Hein, on va essayer de le développer. Bon, ça peut être difficile, mais ça dépend des pays, ça dépend des saisons. Voilà, tout est possible, mais il faut y penser en tous les cas. Donc cette tranche, je pense qu'elle n'a pas énormément changé depuis ces dernières années. Alors voilà, ça vous donne, par exemple, la tranche qui est souvent la plus utilisée, c'est celle qui est entre 500 et 1999 km, qui est de 275 €. Mais dès lors que vous faites un voyage vert, tout de suite, elle peut monter à 320 €. Donc, ce n'est pas inintéressant, surtout si on le multiplie par le nombre de jeunes qui partent dans le midibus. Ça peut faire des frais, enfin, de l'argent en plus pour l'hébergement, enfin voilà, c'est pas inintéressant en tous les cas, même si vous pouvez mettre plus de temps du coup pour voyager, hein, bien entendu. Donc c'est 4 jours maximum alors que 2 jours. Donc par exemple, si on va en Espagne, c'est vrai qu'un jour avec un avion, un bus ou une voiture de location ou quelque chose, ça suffit. Par contre, si on prend un bus où on transporte des jeunes, ben là, il faudra bien 2 jours pour descendre et 2 jours pour remonter. Voilà. Donc ça va jusqu'à 1 500 €. Forcément, si on est en dehors de l'Europe, on va peut-être plus se mettre sur ces tranches-là, pardon. Mais là, forcément, c'est impossible que ce soit un voyage vert, hein, sinon 4 jours, ça ne suffira pas. Pour aller au Canada ou pour aller aux États-Unis ou au Québec, comme certains ont envie d'aller. Voilà, voilà. Bon, ben... Juste pour bien repréciser simplement, ces tranches kilométriques sont à vol d'oiseau, ils ne sont pas sur Google Maps. Hein. Et, hyper important. Et ne pas oublier, il faut tout ça, il faut le prouver, toujours pareil. Donc, il faudra déposer une attestation sur l'honneur. Cette attestation, elle sera automatiquement générée à partir du moment où vous aurez coché que ce sera un voyage vert. Il faudra la redéposer. Signé. Signé, forcément. Merci. Anis, sur les soutiens individuels? Oui, alors au niveau du forfait accordé pour les autres besoins, donc c'est ça, c'est le soutien individuel. Alors c'est calculé de cette manière, on a 3 groupes de pays qui sont justement regroupés en fonction du niveau de vie. Plus le niveau de vie il est élevé, donc on a le groupe 1, plus le forfait accordé par l'agence il sera élevé également. Et inversement, moins le niveau de vie est élevé, moins la bourse sera importante pour le groupe 3. Et entre les deux, on a le groupe 2. Donc vous avez un premier montant journalier qui est accordé les 14 premiers jours, et un deuxième montant un peu moins élevé à partir du 15e jour. Donc en fait, en fonction du pays et du nombre de jours que vous partez, il y a un forfait qui sera calculé sur cette base. Puis on peut voir aussi un dernier élément, c'est que le type d'activité aussi sera pris en compte, puisqu'on peut voir que pour le personnel, les forfaits sont un peu plus élevés. Donc sur la gauche, et puis on a les forfaits pour la droite. Donc par exemple, si je vais en Finlande pendant 18 jours, je vais avoir, et que je suis un apprenant, j'aurai 53 € x 4 plus 37 € x 4, et ce sera comme ça que mon forfait sera calculé. Juste une petite parenthèse pour les quelques établissements qui sont dans l'expérimentation de la mobilité longue des apprentis. C'est aussi là que ça se joue. Donc, n'hésitez pas à demander cette fameuse volumétrie dès lors que vous êtes sur du bac pro, principalement. Là, voilà, si je prends par exemple mobilité longue 2 mois sur le groupe 1, l'apprenti va toucher 2 407 €, enfin bien sûr vous aussi, que vous allez redonner ensuite à l'apprenti pour ses frais de mobilité. Donc, la mobilité longue se joue aussi dans ce type de dispositif, même si vous avez noté la petite subtilité. Pour Mona, la mobilité longue, c'est 2 mois. Et pour Erasmus, la mobilité longue, c'est 3 mois. Mais ce n'est pas grave, c'est juste un habillage et un nom. Donc, en fait, la mobilité Erasmus, c'est de 10 jours à 1 an. Donc, voilà. Après, il suffit juste de le mettre dans la bonne ligne budgétaire. Je reviens sur les coûts exceptionnels, parce que du coup, là, je vous en ai parlé sur cette année. Donc, on peut bénéficier, vous pouvez bénéficier, et certains établissements l'avaient demandé l'année dernière, de ces fameux coûts exceptionnels de voyage élevés. On imagine que, vu la hausse des prix des billets,
de transport, du carburant, voilà, qui est relativement important, il y aura plus d'établissements qui vont demander une demande de prise en charge pour les frais de voyage élevés. Donc, c'est possible. Il faut juste qu'on l'anticipe dans la candidature. Donc, dans ce cas-là, vous devrez nous produire un document avec votre demande, en précisant votre demande, et un chiffrage. Un chiffrage à l'appui. Alors, pour être très clair et très précis, ce chiffrage, vous allez le faire là, admettons, sur une mobilité au mois d'avril ou au mois de mai, par exemple. Voilà. Vous allez, ce que vous allez utiliser comme outil, peut-être appeler une agence de voyage pour vous demander un chiffrage et un devis, c'est tout à fait possible. Et là, on a des choses certifiées, donc c'est facile. Si vous le faites par l'intermédiaire d'un comparateur de prix par Internet, évidemment, on vous demandera de choisir plutôt les voyages les moins onéreux, même pour faire ces coûts de voyage élevés. D'accord? Donc, ça peut jouer des fois à quelques jours près. Vous aurez alors je pense principalement aux billets d'avion, mais des tarifs du simple au double. Pour des demandes de type de train, ben voilà, on est bloqué généralement une demande à un horizon de 3 mois. On ne peut pas faire une demande au-delà de 3 mois. Donc, calez-vous sur 3 mois et donc vous allez faire là aussi un chiffrage de ce type. Donc, n'hésitez pas à le faire. Rappelez-vous simplement que la formule de calcul, ben, c'est celle qu'on vous a présentée tout à l'heure. On vous l'a remis ici pour vous simplifier les choses et qu'en fait, notre demande de forfait mobilité va au-delà, enfin de prise en charge des coûts exceptionnels de voyage élevé, pour être très précis, va au-delà du forfait. Voilà, donc on demandera ce qu'il y a au-dessus du forfait. Voilà, pour être clair. Et puis, même chose pour ceux qui prévoient des projets à l'international, vous aurez automatiquement et à minima des coûts de visa. Donc là aussi, ça s'anticipe. Essayez de trouver un document officiel ou en tout cas peut-être un extrait de page internet d'un consulat, d'une ambassade, etc. qui vous donne le détail des frais. On a aussi les possibilités d'avoir des frais des fois un petit peu annexes. Alors certains consulats, certaines ambassades demandent d'autres éléments, donc ça peut être pris en compte. Bien sûr, aussi quelques éléments médicaux dès lors que certains types de traitements ou de vaccinations ne sont pas couverts par la sécurité sociale. On peut demander aussi une prise en charge de ce type de traitement. Je sais que c'est assez courant, par exemple, quand on va en Afrique, il y a certains traitements, alors Philippe saurait peut-être me dire ça mieux que moi, mais contre certaines maladies qui ne sont pas remboursées et prises en charge. Oui, Donc pour dans le ce cas-là, palu, par exemple, contre le palu. Voilà. la fièvre jaune, etc. Voilà, c'est ça. Donc ça peut vite revenir relativement cher. Donc anticipons-le dès lors qu'on a un projet qui se trouve à l'international. Ça va? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur toute cette partie des activités et des prises en charge financières? Alors, oui, je vois une question de Christophe Bois. Pour le complément des 100 € ZRR, c'est juste avant la mobilité ou c'est dès à présent pour 2023-2024? Si c'est le cas, difficile de prévoir avant. Alors, en fait, le montant, en fait, ça n'est pas 100 € qui sont versés comme ça. Ça fait partie de l'enveloppe qui vous sera versée, c'est-à-dire qu'elle sera intégrée dans l'acompte et ensuite dans le versement du solde après dépôt du rapport final. Donc, si par exemple, là, vous faites une demande pour une future demande pour une mobilité donc pour la rentrée 2023, vous aurez le versement de ces compléments dans le cadre de l'enveloppe qui sera versée pour l'établissement. Ça n'est pas dissocié. Par contre, ce sera approuvé. Voilà. Et donc, on fera la différence, on calculera si jamais il y avait une erreur, si par exemple, vous avez perçu à tort un complément pour public ayant moins d'opportunités, eh ben, on fera le calcul et on le déduira du solde. Je ne me trompe pas, Jean-Yves, hein? Oui, c'est ça. Alors, je pense que il y a une partie de la question qui porte aussi, alors Monsieur Bois, vous pouvez intervenir en direct, hein, il n'y a pas de Sur la souci. date, hein, c'est ça? Mais sur l'estimation maintenant pour des mobilités de l'année prochaine.
Oui, pense bah, Mais ma ça, c'est question, ça pourrait toujours être pour mars 2023, par exemple, dans le projet actuel. On est tout à fait d'accord. Donc, pour le projet actuel, normalement, vous l'aviez demandé. Donc, globalement, c'est ce qui a été demandé. Alors, si du coup, il nous reste un peu de financement et que vous n'aviez pas demandé ces fameux PAMO et que vous en avez in fine, donc ça fait quand même 3 si à la suite, hein. Donc, on prendra en charge dès lors qu'on on ne dépassera pas l'enveloppe totale. Mais potentiellement, ça peut être possible, tout à fait possible. Et donc, pour l'année prochaine, bien, en gros, là, on vous demande de faire une estimation. Donc, voilà, vous devez normalement savoir à peu près le taux de boursier de votre établissement. Ben voilà, vous faites un petit ratio avec votre taux de boursier. Si vous êtes plutôt, vous avez des publics plutôt qui viennent de ces fameuses ZRR, ben voilà, forcez un petit peu le nombre. Alors, on n'est pas un ou deux près hein, dans la demande sur ce côté-là, même si on vous demande d'être le plus précis possible dans la candidature pour ne pas qu'on soit dans des chiffres complètement farfelus. Mais voilà, vous faites une estimation au mieux de vos possibilités pour la demande de financement 2023-2024. Oui, ça dépend du domicile, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça vous va en tant que Monsieur Bois, responsable c'est d'établissement? clair pour vous. Très bien. Eh bien, écoutez, on va regarder maintenant un peu le calendrier, comment les choses vont se passer. Dalila, Oui. si j'arrive à l'afficher. Voilà. Alors, dans le cadre de la candidature 2022-2023, hein, qui est donc on est en plein dedans. Donc, qu'allez-vous devoir faire, hein? Vous avez des échéances. La première échéance donc est pour le 13 janvier 2023. C'est donc la date à laquelle vous allez devoir faire remonter vos demandes de flux de mobilité dans la plateforme Argo. Alors là, ça s'adresse aux référents mobilité. Effectivement, donc ils ont cette échéance pour faire remonter leurs besoins. Une deuxième échéance, donc, qui va concerner la signature des mandats et le dépôt dans la plateforme de gestion Argo. Alors, ce qu'on appelle mandat, je pense aux nouveaux établissements, c'est en fait une procuration que votre établissement va faire au consortium afin que nous puissions déposer en votre nom une demande de financement. Donc, ce sont les chefs d'établissement qui vont devoir signer ce mandat qui sera déposé dans Argo, alors normalement en décembre, par Jean-Yves, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver à la rentrée de janvier ce mandat dans votre compte d'établissement, pouvoir le télécharger et pouvoir le signer et le redéposer avant le 13 janvier 2023. Voilà. Et pour les associations, ce sont les présidents d'associations qui doivent signer ce document mandat. Hein, voilà. Tout à fait. Il y a deux signatures. Il y a la signature de notre président de la fédération régionale et il y aura la signature de votre président ou du coup du chef d'établissement pour les lycées. Alors, la validation dans Argo par le directeur, par le proviseur, elle devra s'effectuer avant le 20 janvier 2023, une semaine après, dernier délai. Donc, il y a cette possibilité, donc dans Argo, par le chef d'établissement, après concertation avec le comité de pilotage, et après avoir visionné donc les besoins remontés, de valider donc ces flux de mobilité pour l'année suivante. C'est une validation qui engage, hein, bien sûr. Alors, vous avez toujours un petit commentaire voilà, pour vous rappeler l'engagement donc de l'établissement d'envoi dans le cadre de ce projet de mobilité. Et puis, la validation finale du consortium, elle, c'est-à-dire à notre niveau, se fera pour le 3 février, date à laquelle nous aurons vérifié toutes les cohérences de vos projets de mobilité et pourrons donc les faire remonter à l'agence dans le cadre de l'appel à projet. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose dans l'équipe par rapport au calendrier? Non. Simplement, oui, comme c'est mis sur le diaporama, ces fameux mandats
seront mis à votre disposition normalement avant le 24 décembre, si tout se passe bien. Comme je vous l'ai précisé en début de webinaire, le guide du programme n'est pas encore sorti. Donc nous avons estimé tout ce travail selon le rythme de calendrier de l'année dernière. Il est possible que l'agence le repousse un peu. Si c'est le cas, on verra si on maintient ces dates-là ou si on repousse d'une semaine. On préférait maintenir ces dates-là, on vous dit simplement pourquoi. Parce que le 3 février, on sera, je vais le dire comme ça, hein, mais c'est pas grave, on sera de nouveau en vacances. Pour 15 jours pour certains. Et donc, voilà, les vacances au milieu peuvent nous créer quelques soucis dans notre timing qui se cale depuis, en fait, la reprise en janvier. Donc, si tout est possible, on maintiendra ce calendrier, même si la date peut-être du dépôt au niveau de l'agence sera un tout petit peu plus tard. En tout cas, ça nous permettra de partir peut-être en vacances de février serein sur ce dossier-là. Il y a plein d'autres choses aussi à penser pour chacun d'entre vous. Donc, voilà, on essaiera de maintenir tout ça. Pas de questions, c'est bon? Voilà, donc on a essayé d'alléger au maximum la procédure pour que ce soit le plus simple à peu près pour tout le monde. Alors, dernier point qu'on souhaitait aborder avec vous, c'est l'adaptation des règles de financement. Donc, pour, du coup, l'année de fonctionnement de l'année prochaine, puisqu'on se rend compte que cette année, on est obligé de faire un petit peu de l'adaptation sur le vif. Et donc, on a proposé un petit groupe de travail composé de quelques directeurs, quelques présidents, quelques proviseurs, gestionnaires. On a eu un petit groupe de travail donc en comité restreint le 4 novembre pour réfléchir à la gestion des risques. La gestion des risques, pourquoi? Parce que tout simplement, avec ces nouveaux systèmes d'accréditation, nous n'obtenons pas la totalité du financement qu'on évaluera là. Donc en gros, on va faire une évaluation, on va peut-être tomber à 2,2 millions, admettons, puisque je parle en euros du coup, et puis ben, l'agence nous donnera que 2 millions. Donc ça voudra dire qu'il faudra faire avec les 2 millions. Donc il faudra bien qu'on réfléchisse à comment on met en place tout ça. Donc il y a plusieurs facteurs et plusieurs éléments sur lesquels on va intervenir. Ben, déjà, on sait que l'agence donne un coup de rabot, mais que nous aussi, on a mécaniquement un coup de rabot entre la candidature et la réalité de toutes les mobilités qui se mettent en place. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, 15% de coup de rabot et 15% pour nous, de notre côté, d'écart entre la candidature et le fonctionnement au final. Alors, si on n'est pas à l'équilibre de ce côté-là, il y a un système de surbooking, c'est ce qu'on a commencé de mettre en place cette année, et là, en fait, on prend un petit risque collectif. Alors, le risque reste quand même relatif, mais il est présent. Et donc, on vous proposera pour l'année prochaine, en tout cas, le groupe de travail fait cette proposition-là à nous en tant que responsables aujourd'hui, enfin à vous en tant que responsables aujourd'hui, comité de direction en fait réuni là en plénière, on vous proposera du coup de fixer un taux minimum de prise en charge calé sur le surbooking. Pour être clair, je vais vous prendre un exemple cette année. Nous avons fait un surbooking de 6,8% sur le projet. Donc, on a engagé, en gros, 97 000 € qu'on n'a pas. Enfin, qu'on n'a virtuellement pas. Voilà. Donc, l'idée serait du groupe de travail d'appliquer, en fait, un taux de convention minimum avec les forfaits habituels et auquel on applique à la fin moins 6,8% dans notre cas. Donc, c'est l'engagement minimum qu'on est sûr d'être en capacité de tenir. Mais vous avez compris le mécanisme, c'est qu'en cours d'année, il y a des mobilités qui s'annulent. Donc, en fait, ce taux-là est tout à fait flottant. Et d'ailleurs, pour être un peu transparent avec vous, aujourd'hui, ben, il n'est plus exactement de 6%, il est moins. Ouais, parce qu'il s'est passé des choses ce week-end. Donc, allez savoir ce qui s'est passé, mais en tout cas, il s'est passé des choses ce week-end. Voilà. Donc, ce taux, il est flottant. Donc, nous, à un moment donné, il faut bien qu'on le fiche sur un contrat, mais c'est un engagement minimum.
Et dans tous les cas, je ne vais pas dire on va prendre les paris, mais c'est sûr qu'au mois de juin 2023, on sera en capacité de vous financer les 100%. Pourquoi? Parce qu'on sait d'avance, et ça s'est réalisé l'année dernière, que ce n'est pas 6,8 qu'on a eu, mais c'est 9% d'écart entre ce que vous aviez demandé dans les contrats et ce qui s'est réellement fait. Donc, on sera en capacité de financer l'ensemble. Donc, c'est ça qu'on va vous proposer, qu'on vous propose actuellement, c'est que ce taux de surbooking bien, soit impacté dans les conventions en début de projet et que, au fur et à mesure que les projets évoluent, dans l'année scolaire, on sera peut-être à la fin, je ne sais pas, à 1%, 0,5%, dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, un financement à 100%. Et nous, on fera tout et on utilisera toutes les ressources contractuelles, en tout cas, qui sont à notre disposition, parce qu'il y a des choses qu'on doit faire avec l'agence qui nous permettent d'engager les 100%. Voilà. Peut-être qu'on l'activera jamais, ce mécanisme, voilà, parce qu'on aura peut-être visé bien dans notre demande de financement. Mais voilà, dans le pire des cas, on l'activera et c'est une sécurisation pour l'ensemble du dispositif et pour chacun d'entre nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas de souci, oui, on s'était dit à peu près 15 heures en fin de visio, donc on a à peu près tenu nos engagements. Merci beaucoup, en tout cas, à ceux qui étaient là. S'il y a des questions, on peut les prendre en direct, hein, il n'y a pas de problème, puisque notre présentation est à peu près terminée. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Oui? Oui? Parfait. Donc, pas de questions? Non, c'est tout bon. Je ne vois rien non plus dans le fil de discussion. Bon, tout est très clair, c'est très bien. Merci beaucoup. Voilà, je vais du coup arrêter l'enregistrement. Merci à tous, en tout cas, de votre participation.